Donc l'urbanisme est à l'honneur aujourd'hui, et ce dont je vais vous parler sous le titre « Le paradigme de la capitale impériale en Asie orientale », c'est un modèle d'urbanisme. C'est un modèle d'urbanisme qui a une très longue histoire et qui a été conçu de manière... c'est parti d'une sorte de mythe qui a pris forme à l'époque des royaumes combattants en Chine, vers le 5e siècle avant notre ère. En reconstruisant, on peut dire que c'est une reconstruction mythique, en reconstruisant une ville idéale, un modèle de ville idéale qui aurait été celui de la dynastie Zhou. C'est une dynastie qui a été idéalisée, du moins les premiers temps de cette dynastie ont été idéalisés par le confucianisme. Elle a duré en principe jusqu'au IIIe siècle avant notre ère, mais en réalité elle s'est défaite bien avant. Et en particulier à partir de l'époque des royaumes combattants. Donc les royaumes combattants, c'est du 5e siècle au 3e siècle avant notre ère. Et pendant cette période des royaumes combattants, c'est des guerres civiles qui ont déchiré la Chine, qui n'était pas encore empire, c'est des royaumes qui ont déchiré la Chine pendant au moins 2 siècles. Et c'est aussi l'époque du confucianisme. Alors, les royaumes combattants, le penseur qu'on appelle Confucius, et dont le nom chinois est Kongzi, qui vivait vers le 6e siècle, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, a idéalisé le règne, enfin, plus exactement, le duc de Zhou, qui n'était donc pas le roi lui-même, qui aurait été un administrateur idéal vers le XIe siècle avant notre ère. Et pendant cette période des royaumes combattants, en allant avec ce gouvernement idéal, on a imaginé un modèle d'urbanisme idéal. Alors, c'est un modèle qui est très simple. C'est une ville qui est quadrangulaire, c'est un quadrilatère, totalement symétrique, avec 3 portes de chaque côté. Et puis des avenues qui vont de l'une à l'autre, avec le palais impérial au centre, enfin le palais royal au centre. Alors ce qui est très curieux, c'est que cette ville, ce carré, avec 3 portes de chaque côté, c'est également le modèle de la Jérusalem céleste, qui, dans l'Apocalypse, descend du ciel sur la terre. Ce qui pose la question, d'où vient ce paradigme ? Je n'ai pas la réponse. Toujours est-il que ce paradigme, il a été, d'abord conçu, il n'existait pas au moment où il a été conçu, parce que les villes en Chine se sont développées, je vais en dire un mot, d'une manière qui n'était pas aussi géométrique que ça du tout. Mais au cours de la longue histoire de la Chine, on a essayé de l'appliquer. Et c'est au 7e siècle de notre ère que l'application a été le plus proche de la perfection. Dans le cas de la capitale
de la capitale des Sui et des Trang. Les Sui, c'est une dynastie qui a réunifié l'Empire au 7e siècle, mais qui n'a pas duré longtemps et qui a été relayée très vite par les Trang, qui est une très grande dynastie à tous égards, et dont la capitale était Chang'an. Et Chang'an a été la ville qui, en fait, a été le plus proche de ce modèle. Ce modèle s'est ensuite diffusé en Asie. Il a été appliqué au Japon, il a été appliqué en Corée, dans une certaine mesure au Vietnam aussi. C'est donc vraiment un paradigme. Maintenant, les liens entre ce modèle idéal et les villes réelles. Dans le mot un des mots les plus anciens pour dire la ville, c'est yi, qui veut dire on dirait un chef-lieu aujourd'hui. Et l'origine, l'étymologie de ce sinogramme nous montre une enceinte qui est représentée par cette partie du sinogramme. Et celle-ci, quand on reconstitue le caractère qui n'a pris cette forme que relativement tard, vers l'époque des Han, c'est-à-dire grosso modo vers le début de notre ère. Mais à l'origine, l'interprétation la plus courante, c'est que c'est un homme agenouillé. Un homme agenouillé. Donc c'est un subordonné qui se prosterne devant un souverain. Et le souverain est dans une forteresse close de murailles qui est représentée par ça. Donc, voilà. Ce qui a quelques rapports avec la réalité historique parce que ces Zhou, ils sont venus à l'origine des plateaux de l'ouest de la Chine, ce qu'on appelle les plateaux de Leus, et ils se sont imposés comme des conquérants qui, au départ, n'étaient pas de la même culture exactement que les peuples conquis, et qui se sont retranchés dans des forteresses, qui ont été des noyaux urbains pour la suite de l'histoire. Et l'idée de ville a été, jusqu'à nos jours, du moins dans ce qui en reste dans les caractères chinois pour signifier ville, associée à cette idée de forteresse et de muraille. Parce qu'au départ, ces Zhou, ils étaient donc comme des seigneurs dans leur château, dans leur forteresse, régnant sur des campagnes qui étaient, j'en ai parlé mardi, qui étaient incultes, c'était des rustres qui n'avaient pas la culture. Eux la possédaient, la culture. Et ils étaient donc dans leur forteresse, et c'est le mot « chen » qui veut dire la muraille, la forteresse, et qui a pris le sens de ville. Mais, et alors c'est un trait caractéristique de la ville chinoise classique, elle a double muraille. Elle a une muraille interne qui est le chen, c'est-à-dire le château, la forteresse dans laquelle sont les seigneurs, les maîtres du territoire. Mais à l'origine, alors ceci, je vous ai dit, c'est un homme qui se prosterne, étymologiquement. Bon, ça se reconnaît pas comme ça, mais si on refait l'histoire du caractère, ça se voit mieux. Cet homme qui se prosterne, eh bien, ce sont les peuples soumis. En somme, ce sont les travailleurs, les paysans, les artisans, les marchands, soumis par ceux qui sont dans la forteresse. Mais au départ, ils sont en dehors de la muraille. Ils ne sont pas protégés par la muraille. Mais
au cours de l'histoire, ils vont être protégés par une deuxième muraille qui va enclore tout ça. Et cette deuxième muraille, c'est le Guo, qui se rajoute au Cheng. Donc la ville chinoise classique, elle a deux murailles. Une muraille qui enclôt la ville au sens large, tout ce qu'il y a dans la ville, et puis une muraille interne qui enclôt les quartiers administratifs et, dans le cas de la capitale, le palais impérial. Donc, double muraille. Si parmi vous, il y en a qui ont visité Pékin, ce qu'on appelle la cité interdite, c'est la muraille interne, c'est le Cheng. Et le Guo, la muraille externe, a été rasée. A été rasée après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, en Europe, on a détruit les murailles des villes, enfin, dans la plupart des cas, au XIXe siècle, mais en Chine seulement au XXe siècle. Et même dans le cas de Pékin, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, on ne la voit plus. Dans le cas de Séoul, en Corée, on a gardé seulement les portes. Et les portes, qui étaient les portes à travers la muraille, on n'a gardé que les portes. Dans le cas des villes japonaises, c'est un troisième cas de figure. Comme je le disais mardi, il n'y avait pas de muraille. Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. Au cours de l'histoire, ce modèle, qui est un modèle idéal et qui tel quel n'a jamais existé, mais qui va se réaliser avec certaines modifications. Et en particulier, le palais qui est ici, géométriquement au centre, en fait, il va être au nord. Il va être ici. Et ça va être le cas notamment à Chang'an. Donc, le Cheng va être au nord. Et même dans le cas de Chang'an, qui a donc été réalisé, commencé à être construite par les Sui et pleinement réalisée par les Tang, il va aussi y avoir des jardins ici. Donc, la partie proprement impériale de la capitale va être au nord. Parce que dans la cosmologie chinoise, le territoire doit être sous le regard du souverain. Et dans cette cosmologie, on se réfère au soleil, c'est-à-dire on regarde vers le sud, et pas comme nos cartes vers le nord. On regarde vers le sud. Donc le territoire est symboliquement au sud, sous le regard du souverain. Ce qui va faire de cet axe l'axe principal de la ville, à partir du palais impérial, vers le sud. Et c'est ce qu'on appelle l'axe de l'oiseau rouge. Je ne vous donne pas le nom chinois, mais c'est un oiseau rouge. Ce modèle se définit avec ce qui petit à petit va devenir ce qu'on appelle le feng shui, c'est-à-dire une cytologie cosmologique je vais déjà souvent employer ce terme, c'est vent et eau. Vent et eau. Donc le feng shui, qui est une cytologie à repère cosmologique, et qui va être associée en particulier à la mise en pratique du paradigme de la ville. Donc le paradigme de la ville, c'est ça, c'est la capitale impériale, ce qui fait que dans les cartes chinoises, une ville est toujours représentée par un carré, traditionnellement. Bon, dans les cartes topographiques actuelles, évidemment, on représente la forme exacte de la ville, si elle n'est pas totalement étalée, mais dans les cartes plus anciennes, la ville est toujours un carré. Même si, et en fait le plus souvent, ça n'était pas un carré, sauf dans des cas particuliers, et notamment celui-ci, le Chang'an, qui n'était pas complètement carré, mais presque. C'est une ville donc réalisée
au 7e siècle, est peuplée de force, ce qui fait qu'en quelques années, elle a atteint 1 million d'habitants, et même peut-être dépassé 1 million d'habitants. C'est des méthodes expéditives que l'on n'imagine pas en Europe. Ça n'a jamais existé en Europe. Et on pourrait comparer Chang'an et Rome. C'est des villes qui se sont développées d'une manière totalement différente. Rome s'est développée historiquement et de manière non géométrique, sauf peut-être à l'origine, et encore, c'est sans doute simplement un modèle qui a été conçu après coup, ce qu'on appelait la Roma quadrata des origines, qu'on a de temps en temps assimilé à un quadrilatère, mais c'était plus vraisemblablement quelque chose de ce genre, avec un cardo, un decumanus, et puis quelque chose qui idéalement pouvait ressembler à un cercle. Mais ça, c'est une représentation qui est dérivée d'un hiéroglyphe égyptien, qui veut dire la ville. Ça. Bon, la Roma quadrata, c'était plutôt la Rome quadripartie des origines, plutôt qu'un quadrilatère. Alors, revenons à la capitale chinoise. Elle était énorme. Il faut que je retrouve les chiffres exacts. Bon. Est-ce que j'ai noté ça? Elle était vraiment énorme. Oui, c'était un carré presque parfait de 9,5 km d'est en ouest, 9,5 km de côté, et 8,5 km du nord au sud, avec sa double enceinte, donc. Et l'enceinte était doublée par une douve, une énorme douve. Vous vous rendez compte, il n'y avait que 3 portes. Et sur une longueur de quasiment 10 km, vous avez 3 portes. Et c'était une muraille qui faisait environ 5 mètres de haut. Il y a eu plus tard dans d'autres capitales, notamment la ville qui est aujourd'hui Nankin, des murailles plus hautes. Mais même 5 mètres, c'est pas mal. Et vous vous rendez compte, sur 10 km, un mur comme ça avec seulement 3 entrées. C'était un signe de pouvoir formidable. Et tout cela était organisé géométriquement. Donc vous aviez les trois avenues dans le modèle idéal qui est attribué au Zhou, dans ce qu'on appelle le rituel des Zhou, le Zhouli. Donc là, ici, je me réfère seulement au modèle idéal. Vous avez ces 3 axes qui sont chacun triples, c'est-à-dire 3 avenues à chaque fois. 3 fois 3, 9. Une au centre pour la circulation, une pour les hommes, une pour les femmes. La ville est divisée en 2 moitiés, est et ouest, par l'axe central, l'axe de l'oiseau rouge, avec un marché à l'est et un marché à l'ouest. Et l'ensemble des axes principaux et des axes secondaires divise la ville en quartiers, 110 quartiers quadrangulaires qu'on appelle des fang, qui sont chacun entourés d'un talus et avec une porte sur chaque face, donc, et puis avec des rues orthogonales et un carrefour central
et des ruelles adjacentes. Le quartier est gardé et il est fermé la nuit. Donc c'était une ville vraiment sortie de la tête d'un géomètre. Et comme je vous disais, elle a été peuplée de force. Donc on a déporté par centaines de mille des habitants des provinces pour peupler la ville. Bon, au fur et à mesure, au long de l'histoire, les choses se sont un peu assouplies. Par exemple, les commerces se sont répandus dans la ville alors qu'ils étaient parqués aussi, comme je vous disais, dans l'ouest, l'est. Et le modèle s'est assoupli dans les autres capitales qui ont été créées par les dynasties suivantes, parce que Chang'an n'a été capitale que sous les Tang, enfin les Sui et les Tang. Elle ne l'a plus été par la suite, mais une ville du même nom, qui n'était pas exactement au même endroit, et qui s'appelait donc aussi Chang'an, a été la capitale des Han. C'est une dynastie plus ancienne, une dynastie qui coïncide grosso modo avec l'Empire romain, c'est-à-dire qui s'est établi à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc la capitale des Han de l'Ouest, parce que vers le tournant de notre ère, Chang'an a été abandonné, c'était trop à l'ouest, trop exposé aux incursions des nomades qui venaient des déserts de l'ouest, et particulièrement ceux que nous avons connus comme les Huns, H-U-N, les Huns, qui en Chine portaient le nom de Xiongnu, ces barbares de l'ouest. Donc Chang'an à l'ouest était trop exposée et la capitale s'est déplacée vers l'est. Mais bon, ce sont des détails de l'histoire. Chang'an, après les Tang, n'a plus été capitale. Il y a eu d'autres capitales qui n'ont jamais été aussi parfaites du point de vue du rapport avec le modèle des... Alors Zhou-Li, on traduit par le rituel des Zhou, la dynastie Zhou. Ce modèle de ville a été ensuite imité dans le reste de l'Asie orientale et en particulier au Japon. Et au Japon, ça a été le modèle de la ville. Ah, j'ai oublié de vous dire, cette ville, elle existe toujours, hein, mais elle a changé de nom, on l'appelle Xi'an. Xi'an aujourd'hui. Et Xi'an, c'est une des rares villes qui ait gardé ses remparts. Bien entendu, elle les déborde, mais on a gardé les remparts qui sont un motif touristique important, à Xi'an. Bon, cette ville est devenue le modèle des premières villes japonaises, et en particulier la ville qu'on appelle aujourd'hui Kyoto, mais qui, historiquement, s'est d'abord appelée Heian. Il y a eu quelques autres capitales avant, mais toutes imitées de modèles chinois. Et Heian, qui a été créé à partir de 794 de notre ère, a imité ce modèle aménagé, c'est-à-dire avec le quartier impérial au nord. C'était un peu moins grand que Chang'an, et pas exactement de la même forme, parce qu'elle était un peu plus allongée nord-sud que est-ouest, c'est-à-dire le contraire de Chang'an, avec une taille de... Alors, 4,7 km d'est en ouest et 5,7 du nord au sud. Mais les principes étaient les mêmes. Les noms sont quasiment tous dérivés du vocabulaire chinois. Et c'est
toujours un modèle orthogonal qu'on appelait Jobo pour la ville et Joli pour la campagne. Parce que j'ai oublié de vous dire que ce modèle orthogonal, c'est vraiment un modèle cosmologique qui va avec l'idée que la Terre est carrée. La Terre est carrée. Le ciel est rond, la Terre est carrée. Et le modèle que l'on a appelé Tien Fa Fa, ça veut dire la méthode, Tien, ça veut dire le champ, et Ting, ça veut dire le puits. C'est un puits à la chinoise qui est à la surface de la Terre, c'est 4 madriers, donc c'est un carré. Alors ce carré, c'est une image ici, ça représente un mode de découpage de parcellaires comme ceci. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parcelles. Et la parcelle centrale est vide, c'est-à-dire elle est d'usage commun. Et ça va être appliqué dans les campagnes. À partir, c'est un modèle, donc le modèle puits-champ, le modèle Fa, ça veut dire la méthode ou la loi, disons donc le modèle puits-champ, était censé couvrir les campagnes. Donc les villes étaient censées être comme ça, et les campagnes comme ça. On a connu ça ailleurs dans le monde, et en particulier dans le Nouveau Monde, puisque ça rappelle le principe du Great Pattern. C'est le grillage qui a couvert l'Amérique du Nord. En Chine, ça ne s'est pas appliqué partout parce que, à la différence de l'Amérique du Nord, il fallait le faire accepter par des paysans chinois qui n'étaient pas tous d'accord pour qu'on les déplace et qu'on les remette dans des carrés, tandis qu'en Amérique du Nord, on l'appliquait aux Indiens. Donc les Indiens n'ont pas eu leur mot à dire. Mais ce modèle orthogonal, censé couvrir tout le territoire, a été appliqué sur une grande échelle au Japon. Et ça se voit encore pas mal dans les orientations des axes qu'on retrouve dans les campagnes japonaises, pas mal oblitérées par l'histoire, mais quand même. C'est le principe du jōri dans les campagnes et jōbo dans les villes. Dans les villes, je dis les, mais en fait, il n'y en avait au départ qu'une, c'est la capitale impériale. Parce que le Japon n'avait pas vraiment connu les villes avant l'importation du modèle urbain de la Chine au 7e siècle avec le bouddhisme et quasiment tout le modèle de la civilisation chinoise. Les principes sont à peu près les mêmes, je n'entre pas dans le détail, et même exagérés, puisque la copie du modèle est toujours plus modèle que le modèle lui-même, avec le marché à l'ouest, le marché à l'est, le temple de l'est, le temple de l'ouest, etc., etc. Alternance, quand un marché est ouvert, l'autre est fermé, etc., etc. Il en reste le plan de la ville de Kyoto aujourd'hui encore, qui est un plan orthogonal. Dans le détail, ça peut sinuer vaguement, mais grosso modo, le modèle se reconnaît toujours. Et alors, le troisième stade, là, est plus curieux encore. Au moment où va s'établir le shogunat de Tokugawa, shogunat, c'est-à-dire un shogun qui est le maître militaire de l'empire, mais qui n'est pas l'empereur. L'empereur va continuer à résider à Kyoto, mais le maître militaire de l'empire, le maître militaire de l'empire, le shogun, va résider à Edo,
qui est l'ancien nom de Tokyo et qui est devenu officiellement capitale administrative, mais pas impériale, capitale administrative de l'Empire en 1603. Elle avait commencé à être construite à la fin du siècle précédent, mais c'était quasiment une création ex nihilo. Dans un site qui n'a rien à voir avec celui de Kyoto. Kyoto avait vraiment un site idéal, à la différence de Chang'an. Le site ne répondait pas vraiment aux règles du feng shui, mais à Kyoto, c'était vraiment le cas. Et on a, paradigmatiquement, vous avez un site qui est en pente douce vers le sud, avec une montagne au nord. C'est une montagne qui protège, c'est le principe du feng shui qui vaut à toutes les échelles. Une montagne au nord, c'est-à-dire derrière le palais impérial, qui regarde vers le sud avec l'axe de l'oiseau rouge. Vers l'est, comme on regarde vers le sud, l'est, qu'est-ce que je raconte? Bon, je m'embrouille. Enfin, disons, l'est, c'est le dragon bleu, l'ouest, c'est le tigre blanc, et le nord, c'est enfin, c'est un animal mythique qui ressemble vaguement à une tortue, la tortue noire au nord, avec une direction néfaste qui est le nord-est. Et cette direction néfaste du nord-est est protégée par des temples. On a appliqué les mêmes principes à Edo, à une essentielle différence près que le site ne s'y prêtait pas du tout. Donc on a fait tourner le modèle de 90 degrés en sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, vous voyez, ce qui était comme ça un axe nord-sud va se trouver un axe est-ouest, dans le cas de Edo, et tout le reste à l'avenant. Mais les principes étaient quand même respectés, notamment celui de la direction néfaste du nord-est. Celle-là ne tourne pas, elle est absolue. Donc au nord-est, on avait des temples, et les détails de l'application de ce modèle se retrouvent dans la toponymie, dans le nom des temples et d'autres détails. Et pourtant, à part cette application d'un modèle que l'on a seulement fait tourner de 90 degrés, les principes de la spatialité de Edo sont totalement différents. Parce qu'au lieu de repères cosmiques, on a des repères topologiques. Topologiques, c'est-à-dire ce sont les détails du relief qui vont orienter, dans les faits, qui vont orienter les rues. Avec deux quartiers très différents. La ville basse, qui est la ville des marchands, qui a été dans l'ensemble conquise sur la baie, c'est des remblaiements, avec beaucoup de canaux, c'est la ville des marchands. Et puis la ville haute, qui était la ville des seigneurs et de leurs vassaux, qui est une zone collinaire. Et aujourd'hui, ça donne deux types de quartiers très différents. Du côté de la zone collinaire, ce sont des rues qui serpentent, comme on pourrait voir dans la campagne ici, aux alentours. Mais dans la ville basse, ce sont grosso modo, ce sont des modèles orthogonaux, mais qui sont arrangés pour suivre le contour de la baie. Voilà. C'est l'histoire de ce modèle, de son application. Vous voyez que c'est une histoire très longue, mais qui est toujours vivante. On retrouve par exemple aujourd'hui dans des plans d'architectes des références à ce très vieux modèle. Voilà, je m'arrête ici, c'est l'heure, je ne vais pas mordre sur le temps des exposés suivants, ce qui nous laisse un quart d'heure à peu près pour la discussion, des questions si vous en avez. Oui, bonjour. Ça marche ? Hugues Roland, architecte. Je me posais la question par rapport... alors on parle du Feng Shui. Le Feng Shui, c'est... Bon, on voit que l'orientation cosmologique, ils en font un peu leur affaire en tournant à 90 degrés. C'est pas anecdotique quand même. Mais est-ce que les Chinois étaient aussi peu regardants sur la topologie, enfin le relief qui oriente
qui est vecteur d'orientation par excellence, tous les modèles sont mis en défaut justement par le fait qu'il y ait des reliefs, des fleuves, des rapports de ce type-là. Alors, il y a en fait des modèles d'origine différente. Ce modèle-ci, c'était vraiment un modèle cosmologique, qui en soi n'a pas de rapport avec le feng shui. Le feng shui, essentiellement, c'est par rapport au relief concret. Donc, ça peut être des orientations différentes. Les principes, c'est d'avoir une montagne protectrice au nord, une montagne table au sud, une rivière qui coule à l'ouest. Enfin, si vous regardez vers le sud, c'est vers la droite, etc. Mais les modèles se sont un peu compénétrés. C'est ce qui a été le cas à Kyoto et à Edo. À Edo, le relief réel a repris le dessus par rapport aux repères cosmologiques, ce qui explique qu'on ait fait une rotation de 90 degrés. Et on retrouve dans l'orientation des rues de Edo ce qui a servi de repère. Et essentiellement, c'est vers l'ouest, c'est le mont Fuji, et puis d'autres collines ou montagnes. Et même une ancienne orientation qui a disparu, c'était le donjon du château du shogun, qui était au centre, mais qui a été brûlé par un grand incendie. Donc on ne voit plus ce qui avait guidé certaines des rues. J'ai oublié de vous dire que le principe de l'organisation de l'espace d'Edo, enfin, c'est ce dont on s'est rendu compte après coup, ça n'a pas été un principe au départ, c'est une spirale. C'est une spirale qui a pour point de départ le château du shogun, qui est aujourd'hui le palais impérial, et puis voilà, ça se déploie comme ça, dans ce sens, c'est-à-dire que vous aviez le shogun au centre, aujourd'hui c'est donc le palais impérial, et puis ensuite les daimyo. Les daimyo, ça veut dire les seigneurs. Qui s'étaient ralliés au shogun le plus tôt, et qui étaient donc plus proches de lui, qui étaient dans ces quartiers-là. Ensuite, les daimyo ralliés plus tard, puis les vassaux des uns et des autres, et pour terminer, les quartiers marchands du côté de la baie. Donc ça, c'est un modèle qui a été qui a été découvert par des historiens au XXe siècle, mais qui n'était pas dans la tête des concepteurs de la ville au départ. Donc il y a interférence de nombreux modèles, aussi bien à l'échelle générale de la ville que dans le détail. Mais dans le détail, c'est souvent le feng shui qui l'emporte. Le feng shui, c'est le nom chinois. Au Japon, on n'emploie pas trop, on dit plutôt la correspondance des 4 dieux. Les 4 dieux, c'est la tortue au nord, l'oiseau rouge au sud, le dragon à l'est et le tigre blanc, le dragon bleu-vert à l'est et le tigre blanc à l'ouest. D'autres questions? Des remarques? Est-ce que sur le modèle spirale, vous avez une explication? Oui, l'explication, c'est vraiment un principe socio-spatial qui s'est trouvé par la suite correspondre grosso modo avec une spirale. Donc on se le représente aujourd'hui par une spirale, mais je répète que la spirale n'était pas dans la tête des gens qui ont conçu la ville. Le principe socio-spatial, c'est que les seigneurs les plus proches, parce qu'ils étaient alliés dès le départ du shogun, sont les plus proches du château du shogun lui-même, etc. Donc, et les plus loin, ce sont les marchands. Parce que les marchands, dans l'organisation sociale de l'époque Tokugawa, qui était d'inspiration confucianiste,
Voilà, les 4 ordres, si ce sont les guerriers, no les paysans, ko les artisans et en dernier les marchands. En principe. En fait, historiquement, les marchands sont devenus les maîtres parce que c'est eux qui avaient les finances. Donc ils ont leur rôle. Oui, ben, c'est quelque chose d'assez classique dans l'histoire. Et les daimyos, oui, les daimyos étaient obligés, et c'est une des raisons qui explique que la ville de Edo est crue très vite. Je vous ai dit qu'elle est devenue capitale administrative en 1603 seulement, mais dès la fin du XVIIe, elle dépassait 1 million d'habitants. On ne l'a pas peuplée de force comme on avait fait en Chine, mais le shogun, pour bien tenir les daimyos, les obligeait à résider 1 an sur 2 à Edo, et pendant la 2e année, ils retournaient dans leur province en laissant leur famille, femmes et enfants, comme otages à la capitale. Comme ça, le shogunat a réalisé cette chimère historique qui est une féodalité centralisée. Féodalité centralisée. Et donc, puisque les shoguns menaient grand train, évidemment, ils étaient obligés, avec tous leurs serviteurs, et chaque fois qu'ils traversaient le pays pour aller à la capitale ou retourner dans leur province, c'est le train, comme on dit, au sens classique, c'est-à-dire un seigneur ou un roi qui se déplace avec toute une suite, et qui, leur présence à Edo faisait qu'il y avait besoin de beaucoup d'artisans, parce qu'il a fallu la bâtir, cette ville, et la bâtir luxueusement, l'approvisionner, etc. Donc, en moins d'1 siècle, elle dépassait 1 million d'habitants. Et ce qui en a fait vers le milieu du XVIIIe, avec sans doute, parce qu'on n'a pas vraiment de traces suffisamment précises, mais sans doute 1,5 million d'habitants, ce qui en fait une des plus grandes villes pré-industrielles qu'il y ait eu dans le monde. Le Chang'an aussi a dépassé 1 million d'habitants sans doute. Vous voyez, comme Rome aussi a dépassé 1 million d'habitants sans doute, parce qu'on n'a jamais des chiffres vraiment fiables. C'est les maximums qui peuvent être atteints par des villes pré-modernes, c'est-à-dire ne disposant pas de moyens de transport modernes. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser la place aux 2 autres exposants. Oui, donc je proposais de revenir sur Chang'an. En fait, vous expliquiez qu'on a un mode de gestion des populations qui est assez efficace et direct en Chine, et donc vous nous expliquiez que ce million d'habitants en fait avait été introduit sur un temps relativement court à l'intérieur de cette trame. Alors je voulais savoir dans cette logique-là comment s'étaient réparties les différentes classes, comment elles avaient été réparties de force à l'intérieur du modèle. On a bien compris que le lieu du pouvoir central est au nord, en fait, et après, comment ça se diffuse un petit peu dans la ville? Oui. Alors, ces choses-là sont lointaines dans mon esprit, parce que j'ai pu travailler depuis une 20aine d'années sur l'histoire des villes d'Asie. Mais autant que je me souvienne, tout de même, les quartiers correspondaient grosso modo à l'origine géographique des gens. Et à l'intérieur de chaque quartier, ils s'organisaient de manière relativement autonome. Ils étaient parqués à l'intérieur de leurs fins, mais on n'allait pas regarder jusque dans le détail. Pour autant que je me souvienne, mais je dois dire, je ne me souviens plus très bien. Eh bien, merci. On nous a demandé, en fait, pour ce qui nous concerne, de vous parler, en fait, d'une espèce de triptyque qui serait constitué, en gros, de l'agence d'urbanisme, de la question de la planification et puis du PADUC, puisque notre cœur de sujet, c'est le PADUC. Alors, on réservera peut-être des questions spécifiques sur la démarche du PADUC
pour notre discussion. Et puis, pour ce qui nous concerne, on a souhaité plutôt vous présenter un certain nombre de réflexions qui sont les nôtres en phase d'élaboration de ce PADUC et qui renvoient sans doute aux problématiques d'urbanisation, d'aménagement et de devenir, je dirais, de manière plus large du territoire, hein, de l'île dans son entier. Tout ça nous renvoyant bien évidemment au travail sur le PADUC. L'agence que nous représentons, qui est toute neuve, hein, puisqu'elle est née dans le courant de l'année, elle a déjà un nom un peu à coucher dehors par une nuit d'orage, hein, elle s'appelle Agence d'aménagement durable, de planification et d'urbanisme. Bon, on s'y arrête 30 secondes pour montrer qu'on a associé dans cet outil un certain nombre de problématiques qui sont sans doute liées entre elles et complémentaires, mais qui finissent, on en parlera tout à l'heure, par faire beaucoup, en fait, par créer un champ d'action qui est très large. Mais on va quand même profiter de la notion de planification qui figure dans ce titre ça sera un petit peu l'introduction de notre démarche, faire preuve d'humilité. On va commencer par ça, parce que quand on dit agence d'urbanisme de planification de la Corse, en fait, la première des choses qui vient à l'esprit, c'est de se pencher un petit peu en arrière pour regarder l'histoire de la planification sur ce territoire, ne serait-ce que pour voir dans quel contexte général on se situe et sur quel territoire on va être amené à intervenir. Alors, quelques diapositives rapides pour expliquer un peu une histoire relativement agitée sur la question de la planification. C'est vrai que cette île, ce territoire, a été l'objet d'un nombre de démarches de planification relativement conséquentes. On n'est pas remonté, on aurait pu remonter beaucoup plus loin, mais on est remonté aux années 50 parce que pour ce qui nous concerne, ça nous paraît être, vous verrez pourquoi tout à l'heure, une référence importante. Et pour se rappeler ensemble que dans ces années-là, qui sont les années du traité de Rome, qui sont des années dans lesquelles l'ère du temps est constituée de réflexion sur la question du développement économique, mais aussi sur la question de la réduction des inégalités régionales, et bien dans ces années-là, la Corse est déjà au centre de toutes les préoccupations en matière de planification. C'est l'époque de la déclinaison d'un plan d'action régional. C'est l'époque où, à l'intérieur de ce plan d'action régional, on insiste énormément sur des problématiques telles que le développement agricole, telles que le développement touristique. Et c'est aussi l'époque dans laquelle, alors on en reparlera tout à l'heure par différence par rapport au PADUC sans doute, c'est aussi l'époque, on est longtemps avant la décentralisation bien évidemment, où on est sur des démarches qui ont la caractéristique d'une part d'être très centralisées, descendantes, et d'autre part de mixer à des outils de planification, de réflexion, des outils opérationnels, des outils d'action. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on fait porter par ces différents documents l'idée de création d'outils de type société d'économie mixte, dont vous connaissez, la Solidac et la SETCO, pour gérer les questions d'agriculture ou les questions de développement touristique. Donc on est d'ores et déjà, bien avant la décentralisation, dans une démarche de réflexion sur l'aménagement de ce territoire, qui sont à l'époque des démarches très, très descendantes. Bon, on ne va peut-être pas trop s'appesantir sur cette diapositive-là, ce qui est juste destiné à vous rappeler un petit peu quelles étaient les idées qui étaient véhiculées à l'époque et les objectifs de ces actions. Alors, je ne vais pas trop insister dans le cadre de notre réflexion d'aujourd'hui sur toute la démarche de développement agricole, juste peut-être, parce qu'on y fera sans doute référence tout à l'heure, vous laisser relire rapidement les objectifs qui étaient portés par ces documents, par les documents à l'époque en matière de tourisme notamment. Hein, une centaine d'hôtels, 3000 chambres, des villages de bungalows, une capacité d'accueil d'à peu près 250 000 lits à l'horizon 1985. Donc on est à l'époque dans une grande manœuvre avec des logiques très centralisées et très, très massives en termes quantitatifs qui étaient portées sur ce territoire. C'est aussi l'époque où on essaye de présenter le tourisme comme le levier de la renaissance de la Corse, avec tout ce qu'on peut imaginer derrière en matière de problématiques. Alors, bon, ces outils et ces programmes ont des limites bien connues aujourd'hui. On voulait juste un peu les rappeler. D'abord, c'est des démarches très descendantes qui ont énormément de mal à trouver une acceptabilité sociale sur le territoire, d'une part. D'autre part, on prend de plein fouet l'évolution des politiques nationales. La Corse n'est pas spécifiquement l'objet unique
de ces démarches. Moi, je pense notamment, pour avoir travaillé à l'époque là-bas, sur toutes les problématiques d'aménagement touristique du Languedoc-Roussillon, où on a exactement les mêmes types d'outils, les mêmes types de démarches, c'est-à-dire des outils de planification générale, des démarches très descendantes, et le sempiternel outil Société d'économie mixte, qui vient là comme un peu un bras armé destiné à mettre en œuvre la démarche. Simplement, à la différence du Languedoc-Roussillon, on le voit, et j'allais dire sans doute, mais vous me pardonnerez de prendre position à ce stade de réflexion, heureusement, là on ne va pas au bout. En Languedoc-Roussillon, on a décliné la logique au bout et ça a donné tout l'aménagement de la frange littorale que vous connaissez. En Corse, on n'a pas pu pousser cette logique au bout et on a quelques réalisations bien sûr qui ont été menées au bout, mais très vite les objectifs n'ont pas été atteints et les sociétés d'économie qui étaient perçues, comme on le dit, de manière très négative, ont stoppé ou ont été amenées à stopper leur démarche. On était dans les années 50, on passe aux années 70, on vous a mis quelques citations dans le texte parce qu'elles sont intéressantes, c'est toujours bon de s'en rappeler. On est toujours avant la décentralisation, on est toujours dans des démarches de planification qui sont des démarches de planification nationale très centralisées et on a un certain nombre de travaux qui sont menés un petit peu partout sur notre territoire avec comme, on va dire, outil focal la DATAR qui va de schéma d'aménagement en schéma d'aménagement, de vision prospective en vision prospective. C'est notamment à l'époque, dans les années 70, où est confié, et encore une fois pas uniquement pour la Corse, à un organisme qui s'appelle l'Hudson Institute, un certain nombre de réflexions, de planification et de prospective, y compris donc en Corse, avec une méthode, alors c'est assez marrant parce que c'est assez novateur à l'époque et assez rigolo, c'est pour ça qu'on l'a rappelé, une méthodologie qui consistait en fait à faire des survols basse altitude des territoires, à faire une lecture des paysages et des territoires et à déduire un certain nombre de choses à partir de ce survol de territoire, accompagné, il est vrai, d'un certain nombre de diagnostics à dire d'acteurs. Bon, cela dit, ce travail se déroule ici et déjà, dans les différents scénarios proposés, se détachent deux options potentielles qui sont soit en fait une problématique de développement qui va tourner ou qui va chercher à s'ancrer autour de la question de l'identité culturelle du territoire, soit une démarche qui va plutôt essayer de s'inscrire dans un schéma dit de modernité dans lequel on va essayer de rentrer sur des logiques de masse, de développement et on a un certain nombre de textes dans le rapport en question qui sont assez surprenants, enfin avec le recul, puisque ce que vous avez sur la diapositive entre guillemets figure textuellement dans le rapport, donc je lis rapidement, accélérer la disparition de l'identité culturelle corse en encourageant une nouvelle immigration massive en provenance de la métropole, qui conduirait rapidement à un niveau de peuplement de 500 000 habitants, en majorité non corse. J'invente rien, c'était produit, écrit à l'époque, bon, ça fait sourire forcément aujourd'hui, ce qui s'est passé sous le pont et la réflexion a progressé, mais enfin, pardon. Ah oui, oui. Ça a été écrit. Ça a été écrit et ça a laissé un certain nombre de traces assez vives dans les mémoires, bien évidemment. On tourne encore une page de l'histoire rapidement, on va vite. On voulait faire un stop un peu rapidement sur la question des années 90. Alors les années 90, il s'est passé des choses entre-temps. Il s'est passé 1982, 1983, l'autre décentralisation de faire. Processus de décentralisation qui certes est voté dans ces années-là, mais vous l'avez tous constaté, qui va mettre un certain nombre de décennies à aboutir. On n'en est toujours pas sorti. On nous parle de l'acte 3 de la décentralisation maintenant, mais on voit bien que dans ce pays, on a du mal à passer d'une logique très centralisatrice, on est les inventeurs de l'administration en France, à une logique décentralisée. Il n'empêche que 90, on est dans l'après-décentralisation et on voit naître deux expériences de planification que vous connaissez parce qu'elles sont toujours d'actualité aujourd'hui, à savoir la création du schéma d'aménagement de la Corse et la mise en place du plan de développement de la Corse. Un mot sur le schéma d'aménagement de la Corse, juste pour rappeler, pour qu'on se souvienne ensemble, vous le savez, on ne va pas y passer trop de temps non plus, qu'on est là dans une démarche dans laquelle, après avoir essayé de faire produire par le territoire cette démarche, l'État, de manière très autoritaire, reprend la main et produit le schéma d'aménagement de la Corse. Donc le fameux schéma d'aménagement de la Corse de 1992, qu'on connaît encore aujourd'hui et qu'on utilise, c'est encore une fois, même s'il date de 90, un exercice de planification centrale réalisé par les services de l'État. Il fait toujours autorité. Je vous donne un exemple significatif, mais dont on parle beaucoup dans la presse en ce moment, sur la question d'application de la loi littorale, sur la question notamment des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
on a une vision très restrictive, hyper restrictive de la notion de hameau nouveau intégré à l'environnement, encore plus restrictive que celle qui figure dans la loi, tout simplement parce que dans le schéma d'aménagement de la Corse, on a souhaité être particulièrement restrictif sur ce sujet-là. Donc ce schéma d'aménagement de la Corse continue de faire autorité sur l'appréhension des problématiques d'aménagement. On continue à tourner les pages et on arrive à ce qu'on a appelé les années PADUC. Alors les années PADUC, elles sont nées des différents statuts successifs qu'a acquis la Corse, et notamment du statut de 2002 qui est issu du processus de Matignon, dans lequel l'État confie à la collectivité territoriale de Corse un certain nombre de compétences, très élargies par rapport à ce qu'on retrouve dans les autres régions de France, et notamment, entre autres, lui donne donc compétence et mission de réaliser un projet d'aménagement, un plan d'aménagement et de développement durable pour la Corse, un PADUC, qui a valeur, comme on le disait à l'époque, de DTA, c'est-à-dire de directive territoriale d'aménagement, c'est-à-dire un document à portée normative et réglementaire. Ça a donné lieu donc à un exercice de réalisation du PADUC qui s'est soldé, ça vous l'avez en mémoire parce que c'est plus récent, plus frais, par un retrait du projet en 2009 par l'Assemblée de Corse qui avait jugé qu'à l'époque les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir adopter définitivement le projet de PADUC, le PADUC qui avait été réalisé. Entre-temps, on a eu un changement électoral au territorial et on a eu aussi au niveau national le vote de plusieurs textes fondamentaux, notamment les Grenelle 1 et 2, qui ont supprimé la possibilité pour les régions, alors ça c'est assez surprenant aussi en matière d'histoire, puisque la loi du Grenelle, en plein contexte de décentralisation, a supprimé la possibilité qui était offerte aux régions dans le cadre des DTA, justement de réaliser des DTA. Les DTA ont pris le nouveau nom de DTA, Directive territoriale d'aménagement de développement durable, DD, mais ce sont au passage devenus un outil exclusivement réservé à l'État. Et donc les régions n'ont plus eu, depuis le Grenelle, la possibilité de réaliser des travaux de planification à portée normative assez puissants. Concernant la Corse, les élus de l'Assemblée de Corse ont souhaité reprendre le dossier et sortir un PADUC, mener à bien cette démarche de PADUC. On négocie avec l'État assez longuement, l'histoire a duré pratiquement 2 ans, pour obtenir au final une loi, qui est la loi du 5 décembre 2011, qui a autorisé à nouveau l'Assemblée de Corse à construire un PADUC, en lui maintenant, ce qui est spécifique et exorbitant du droit commun, en maintenant à cette démarche un statut de DTA, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui le seul territoire dans lequel une région a la possibilité d'écrire, de rédiger un projet d'aménagement et de développement durable, de rédiger des schémas d'aménagement du territoire qui auront une valeur normative de la même manière que l'avaient à l'époque les DTA, mais elles l'ont perdu depuis. Donc cette loi du 5 décembre 2011 a apporté un certain nombre d'éléments nouveaux sur la conduite du PADUC et notamment a défini 3 grandes étapes pour la mise en œuvre du PADUC. Première étape qui s'est soldée par un débat à l'Assemblée, j'y reviendrai tout à l'heure, le 26 juillet 2011, de définition de la feuille de route politique du PADUC. Ça, c'est une idée nouvelle, elle n'était pas dans la démarche précédente, elle nous semble très importante, donc on en dit 2 mots rapidement. L'idée de ce nouveau texte, c'est de dire, si on demande aux élus de Corse de fabriquer un projet d'aménagement et de développement durable assorti de schémas d'aménagement, la première chose qu'on va leur demander, c'est d'avoir un débat d'orientation préalable, et dans ce débat d'orientation préalable, de dire ce qu'ils veulent, quels sont les axes majeurs qu'ils veulent voir mis en œuvre à travers le PADUC. Ça, c'est la première étape, ça a été fait, il y a eu un vote à une très très large majorité qui est, pour nous, agence d'urbanisme, notre feuille de route pour l'élaboration de ce PADUC. On y reviendra tout à l'heure, puisque je reparlerai en conclusion des axes stratégiques sur lesquels on doit travailler dans le PADUC pour ce qui est du projet de développement de la Corse. Première étape, une feuille de route politique, des grands axes stratégiques. Deuxième étape du PADUC, la déclinaison technique de ce modèle de développement sous forme d'un projet d'action. Troisième étape, la déclinaison de ce projet d'action en schéma d'aménagement, avec des cartes, avec des principes, avec des problèmes de localisation d'un certain nombre
d'objets, de grands équipements, des grands objectifs de protection des territoires, etc. On en reparlera tout à l'heure. Donc 3 étapes, une feuille de route politique, un projet de développement et des schémas d'aménagement. Avec chaque fois un vote à l'Assemblée, un débat et un vote, pour pouvoir avancer par grandes étapes et pour en même temps essayer de rationaliser le processus de décision. Le processus de décision, il est en 3 temps. Vous nous avez fait part d'un projet politique qui a été décliné et voté le 26 juillet 2011. Voilà un projet de développement qui est censé le décliner. Est-ce que oui ou non il le décline? Est-ce que tous vos objectifs politiques sont pris en compte de manière réaliste, de manière équilibrée au niveau du territoire, etc. Deuxième étape. Troisième étape, ce projet de développement, pour être mis en œuvre, nécessite qu'on intervienne sur le territoire. De quelle manière? Sur quel morceau du territoire? Et c'est la partie schéma d'aménagement. Ça, c'est un petit peu la conduite de la démarche du PADUC actuel. Alors, on est en situation de conduire le travail technique de ce PADUC et pour essayer de répondre à la demande qui nous a été faite aujourd'hui, et plutôt que de vous parler de la procédure en tant que telle, qui n'a pas grand intérêt, on pourra bien évidemment répondre à toutes les questions si vous en avez tout à l'heure, on s'est dit que ce qui pourrait être intéressant, c'est, pour amorcer un dialogue, de vous faire part d'un certain nombre de problématiques majeures, ce qu'on a appelé des enjeux clés, sur lesquels on travaille aujourd'hui, qui nous semblent être des enjeux majeurs pour construire ce projet de développement du territoire. Alors, ces enjeux, on ne va pas revenir là-dessus, voilà, ces enjeux, on les a déclinés là, nous avons un petit sommaire, on va essayer donc, je vous le présente rapidement, on va essayer de les décliner les uns après les autres, en vous donnant quelques chiffres clés, quelques repères, et en essayant d'expliquer pourquoi, à chaque fois, ce sont pour nous des enjeux majeurs du projet de développement à construire. On souhaite vous parler et aborder rapidement la question de la démographie. C'est un premier point qui nous paraît fondamental. On voudrait parler ensuite de la question de l'occupation de l'espace sur le territoire, de l'attractivité de ce territoire, pour le meilleur et pour le pire, de la nature de l'économie de ce territoire. Et notamment, on voudrait faire un petit éclairage autour de la notion d'économie résidentielle pour montrer un petit peu quelle peut être la situation du territoire aujourd'hui là-dessus. Ensuite, bien évidemment, on voudrait parler de l'urbain en Corse. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du système urbain, de son mode de fonctionnement, de son organisation aujourd'hui, sur quoi on travaille plus particulièrement. Ensuite, on voudrait vous dire quelques mots de ce qu'on a appelé les grandes fractures sociales et territoriales de ce territoire. Et pour finir, aborder la question du capital environnemental, alors avec des points d'exclamation ou d'interrogation comme vous le souhaitez, mais lequel capital environnemental, c'est ce qu'on a voulu dire, est au sujet de bien des débats et de bien des polémiques sur ce territoire depuis quelque temps. Alors à la manière un peu d'un kaléidoscope, quelques points qui pourront nous servir pour le débat, aussi sur la question de la démographie, quelques rappels. Bon, ça c'est des éléments que vous avez peut-être eu l'occasion de voir, un certain nombre de travaux qui ont été faits, notamment par l'INSEE, qui sont pas inintéressants. Première chose, c'est la question du vieillissement de la population. Sur les prospectives INSEE à 2040, on nous annonce que la région la plus âgée de France sera la Corse, avec un âge moyen estimé à 48,9 ans, 49 ans, multiplication par pratiquement 3 des plus de 80 ans. Donc un vieillissement très fort de la population qui ne peut pas ne pas nous interpeller en matière de développement et d'aménagement du territoire. Pour en parler tout à l'heure, ça a des incidences qui sont majeures. La deuxième caractéristique de la démographie du territoire qui nous intéresse, sur laquelle on travaille, c'est le fait que malgré ce vieillissement annoncé, quand on regarde les courbes démographiques depuis quelques années, on présente la Corse souvent comme un territoire particulièrement dynamique au niveau démographique. Et c'est vrai que statistiquement il l'est, sauf que quand on creuse un petit peu la réalité, on voit que 95% de cette évolution démographique reste liée au solde migratoire. C'est-à-dire qu'on est sur le même territoire simultanément, d'une part dans une situation de vieillissement de la population, et d'autre part d'accueil très important, 95% de population sur la base des seuls soldes migratoires. Circonstance peut-être un peu aggravante, d'où l'idée d'une démographie inquiétante. Quand on regarde qui sont les occupants, les arrivants sur le territoire, on se rend compte que un tiers des arrivants a plus de 60 ans. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas forcément compter sur... peut-on parler de 109 ?
quand on a en fait, en gros, un tiers des arrivants qui ont plus de 60 ans. Donc tout ça contribue au questionnement sur un processus de développement dans un territoire qui connaît ce type de démographie. Le petit tableau, il n'est peut-être pas inintéressant en valeur absolue. Quand on parle de solde migratoire et de mouvement naturel, vous le voyez, ça veut dire que entre 68 et 2009, on a en gros fabriqué, entre guillemets, sur le territoire, à peu près 5000 habitants nouveaux, et on en a accueilli 100 000. Donc on voit bien le décalage entre les soldes naturels et les soldes migratoires, qui sont un enjeu majeur. Et enfin, troisième point, qui fait peut-être le lien avec ce qu'on va voir après, sur la question de la densité de peuplement, c'est-à-dire de la répartition de la population sur le territoire. On a une densité d'à peu près 34 habitants au kilomètre carré. Ça, c'est la statistique moyenne en Corse, avec des écarts très forts d'une zone à l'autre. On est dans la région insulaire méditerranéenne la moins densément peuplée de l'Union européenne. C'est intéressant toujours de voir ce qui se passe par rapport à l'extérieur. Et on est dans certains territoires de Corse aujourd'hui descendus en dessous des 11 habitants au kilomètre carré. Ça aussi, ça nous interpelle en matière d'aménagement du territoire pour une raison très simple. Tu le sais, pour le connaître la situation aussi bien que nous là-dessus, en dessous d'un certain seuil, c'est la gestion même du territoire qui est posée. Et on le voit bien en Corse, quand on discute un peu avec un certain nombre de professionnels, on l'évoque souvent, cette problématique sur la question des incendies, notamment des risques d'incendie, etc. On voit bien que quand à un moment donné un territoire descend en dessous d'un certain niveau de densité de peuplement, on est obligé de substituer des réponses professionnelles à des réponses citoyennes, avec un certain nombre de problèmes majeurs, de coûts, de systèmes décisionnels, etc. Donc cette faible densité, elle nous pose un problème réel. Sur la question de l'occupation inégale de l'espace, on vous a mis deux petites cartes qu'on a sorties qui nous semblent significatives. À gauche, en gris, vous avez la carte de la Corse en 1911 et la même en 2007. Alors vous avez des nuances de gris liées, bien évidemment, à la répartition de la population. Plus on est dans des teintes, on va dire, sombres, plus on a de concentration de population, plus on est dans des teintes claires, et moins on en a. Si vous regardez bien ces deux cartes, 1911-2007, pour un nombre d'habitants à peu près identique, vous avez l'impression qu'on est sur du positif-négatif. C'est-à-dire, en gros, c'est un peu comme si la carte s'inversait. Et on a substitué, on le voit bien, à une zone dans laquelle l'intérieur était particulièrement occupé et avec une répartition de la population assez homogène, un système dans lequel on a complètement périphérisé la population au profit du littoral. Bon, j'enfonce une porte ouverte, tout le monde sait, mais le fait de voir ce type de carte, ça permet sans doute de mesurer l'ampleur du processus. J'ajoute qu'on est en valeur absolue sur des mêmes nombres de populations. Donc ce n'est pas une augmentation de population qui serait à l'origine de cette évolution. On est véritablement sur le même ordre de grandeur de la population. Et puis à droite, vous avez à un temps donné, 2008 en l'occurrence, justement cette densité de population en Corse. Plus on est dans les teintes froides, plus on est sur des zones faiblement denses, et plus on arrive vers le jaune ou l'orangé ou le rouge, et plus on est sur des territoires, sur des communes dans lesquelles on a une densité de population importante. Bon, ça se passe de commentaires, hein, renforce un petit peu ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors, plus intéressant peut-être pour nous qu'une appréciation en un temps donné, on s'est amusé, façon de parler, à regarder l'évolution sur la période 68-2008. Vous avez une carte à gauche qui vous présente l'évolution absolue de population communale entre 68 et 2009. Et vous avez une courbe à droite qui décompose cette croissance démographique en trois courbes. En bas, en vert, c'est l'évolution connue par des communes, l'évolution de la population en dehors des communes littorales, en Corse. On voit qu'on est sur une stabilité assez déconcertante. Vous avez au-dessus la population, l'évolution de la population des 98 communes corses qui sont soumises à la loi littorale. On a 98 communes qui sont soumises à la loi littorale. Donc ça vous donne la courbe qui est en bleu. Et puis vous avez finalement la population totale et son évolution sur la courbe qui est rouge. Donc là aussi, on voit bien où se situe l'évolution. Donc là, on n'est plus sur de la valeur absolue, mais sur de l'évolution. On voit bien quelles sont les parties du territoire qui font la croissance du territoire. Et on voit bien qu'on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une prééminence majeure, très forte, motrice des communes littorales, qui à elles seules expliquent très largement l'évolution du territoire.
La question de l'attractivité du territoire. On vous a remis un certain nombre de données chiffrées. Alors vous savez, il y a toujours des débats byzantins sur les chiffres, etc. Comme on voulait éviter ce genre de choses, on a tout simplement repris un certain nombre de données de l'ATC qui sont habituellement utilisées. 2,8 millions de séjours, 30 millions de nuitées. La population touristique, si on la compare à une population permanente, c'est-à-dire si on tient compte du nombre de jours moyens passés par ces touristes, etc., ces populations saisonnières de manière plus large, et qu'on regarde ce que ça donne, on arrive aujourd'hui à la situation dans laquelle ces populations saisonnières pèsent à peu près, en équivalent habitants sur l'année, de l'ordre de 80 000 habitants. Entre 80 et 100 000 selon les estimations qu'on prend, les durées moyennes de séjour, etc. Pareil, hein, ça veut dire qu'en fait, en gros, 25% de la population résidente. Une troisième ville, absolument. Une troisième grosse ville à l'échelle de la Corse, absolument. La plus grosse des villes corses qu'on aurait si on avait un territoire avec ce genre de population, tout à fait. Bon, ça c'est lissé sur l'année. Si on regarde en période de pointe, 15 août, quand on râle tous parce qu'on est bloqué derrière des voitures, etc., ça veut dire qu'en gros, on tourne à 330 000 habitants en même temps sur le territoire, donc en termes de visiteurs. Ce qui veut dire qu'en gros, si j'ajoute à ces 330 000 visiteurs la population permanente, moins peut-être les 20 ou 30 000 personnes qui sont en vacances et qui sont parties de Corse, ils ne sont pas forcément au village, mais ils sont partis de Corse à cette époque-là, on voit bien qu'on peut arriver à quelque chose comme 650 000 habitants, 660 000 habitants en période de pointe sur le territoire, c'est-à-dire on multiplie dans ces moments-là la pression anthropique par 2 sur le territoire insulaire. Ça montre la puissance de ce phénomène attractif sur le territoire. Bon, je passe sur les quelques données qui suivent, mais la conclusion, vous l'avez un petit peu dans le dernier point. Il faut bien voir que cette situation et cette attractivité qui est très forte, qui n'est pas connue, y compris dans les autres zones touristiques françaises qu'on connaît, de l'Hexagone, nous amène à avoir aujourd'hui en Corse une production de logements qui n'a plus aucun lien direct avec la population. On ne l'a pas mis là-dedans, on pourra en reparler. Aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'on met en construction chaque année à peu près 6 000 logements, à peu près, en Corse, pour une population de 300 000 habitants. Donc, ça montre bien que les usages sont autres. Un mot sur la notion d'économie résidentielle, en essayant d'éviter les confusions. Là, je me tourne vers Nanette parce qu'elle connaît ça par cœur, entre économie résidentielle, économie présentielle, etc., etc. L'idée de cette diapo, c'est quoi? C'est d'attirer votre attention sur le fait que, pour le PADUC sur lequel nous travaillons aujourd'hui, et sur le projet de développement, la consigne des élus de l'Assemblée est très claire. Ils souhaitent que le PADUC soit au service d'une logique qui permettent de ramener l'économie en Corse du côté d'une économie productive, c'est-à-dire en fait de déplacer le curseur vers une économie productive. Alors, une fois qu'on a dit ça, sauf pour les initiés, on dit ouais, mais une économie, elle est par définition, a priori, toujours productive, puisqu'il s'agit de produire de la richesse. C'est vrai, on produit de la richesse, mais sauf qu'on peut la produire de plusieurs manières. Et on revient là à une des réalité du territoire qui avait largement été commentée au moment de l'ancien PADUC. Pour la petite histoire, c'est que les territoires fortement attractifs comme la Corse se trouvent aujourd'hui dans une situation où un pan très important de leur économie fonctionne non pas sur de la production de richesses locales, mais sur de la captation de flux financiers qui viennent de l'extérieur. Quand on fait du tourisme, on capte du pouvoir d'achat qui est lié à des populations qui ont produit ailleurs et qui viennent consommer pendant un certain temps sur le territoire en question. On est donc dans de la génération de flux financiers qui ne sont pas liés à de la production endogène, mais qui sont liés à de la captation de masse financière et de populations qui viennent de l'extérieur. Alors ça, c'est très fort en Corse, mais ça prend des proportions qui sont tout à fait importantes. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, parce que quand on s'intéresse en gros à la population présente sur le territoire corse, et qu'on oublie 30 secondes la notion d'habitants, on ne parle plus d'habitants, on parle de personnes présentes. Les personnes présentes pouvant être des habitants, qui sont là toute l'année, ou des gens qui vont momentanément venir consommer. On se rend compte que cette population saisonnière, comme on le disait tout à l'heure,
elle pèse aujourd'hui un quart de la population résidente. Non seulement elle pèse un quart de la population résidente, mais avec un pouvoir d'achat souvent beaucoup plus important, je vous renvoie à tout le débat sur les questions de spéculation foncière, immobilière, etc., que la population locale. Donc on est face à cette réalité, il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur sur cette réalité, mais il suffit simplement de dire qu'il est important, au moment où on va rentrer dans une période de crise économique mondiale, on y est déjà, de s'interroger sur le fait de savoir si le poids de cette économie résidentielle est, petit 1, une chance et n'a que des côtés positifs pour le territoire, petit 2 n'a que des côtés négatifs, petit 3 a sans doute des côtés positifs mais présente des risques, et si ce type d'économie présente des risques, autant les évaluer pour essayer de se protéger face à une situation qui risque de devenir un petit peu complexe dans les années qui viennent. C'est un des autres sujets sur lesquels on travaille et qui sera sans doute au cœur du PADUC, et là je me tourne vers Nanette et je lui dis qu'on attend avec une grande impatience d'avoir enfin cette matrice économique dont on a besoin, qui nous manque cruellement et qui fait qu'effectivement on est souvent amené à procéder par grands coups de serpe et par approximation parce qu'on n'a pas les outils, mais je sais que... Voilà, je sais qu'on ne tardera pas à les avoir et ça nous paraît fondamental. Quelques mots sur la problématique de l'urbain. Et de la façon dont l'urbain peut être au cœur du PADUC, de la réflexion sur le PADUC. D'abord, on voudrait attirer votre attention sur ce qu'on a appelé un système bipolaire. On a en Corse aujourd'hui, en matière d'urbanisme et d'urbain, malgré tout, un système qui est resté très largement bipolaire. Bien sûr, on est à Corté et on sait très bien qu'un certain nombre de choix ont permis d'avoir une influence directe sur le devenir de ce territoire depuis quelques années, c'est vrai. Cela dit, quand on regarde l'état de la situation aujourd'hui sur le territoire, on est, qu'on le veuille ou non, quand même encore beaucoup sur un territoire qui est bipolaire, avec Ajaccio et Bastia, qui représentent des plateformes urbaines tout à fait importantes. Bon, Bastia et Ajaccio, 2% de l'île, 43% de la population, 53% des emplois. Et une densité de population qui est presque 20 fois supérieure à la moyenne de l'île. Vous rappelez tout à l'heure, 11 habitants au kilomètre carré sur certaines zones rurales, 660 habitants au kilomètre carré. Alors pourquoi c'est important pour le PADUC, ça, en un mot? Parce que là, on a un vrai choix, on a une vraie réflexion sur le devenir. On a d'un côté un système urbain bipolarisé, et de l'autre côté, on a un territoire qui est géographiquement fortement contraint, avec des difficultés de liaison d'un territoire à l'autre. La montagne dans la mer ou les montagnes dans la mer, on sait ce que ça veut dire. Les difficultés. Nous, on dit souvent, ça fait rigoler, on dit la Corse n'est pas une île. Alors quand on dit ça, on se fait tuer, bien évidemment. Il faut après préciser qu'on est quand même installé à plusieurs générations sur le territoire et qu'on le connaît bien. Parce que sinon, on nous dit, mais vous n'avez toujours pas compris que vous êtes dans une île. Alors on dit, c'est pas une île, c'est une archipel. Alors là, les gens disent, attends, non seulement ils racontent des conneries, mais encore, ils en rajoutent une deuxième louche, parce qu'une archipel, vous ne savez pas ce que c'est des îles avec de la flotte au milieu, etc. On ne voit pas où vous voyez ça. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que les difficultés de communication entre toutes les vallées, entre le système montagnard qu'on connaît en Corse, font un petit peu fonctionner ce territoire comme un archipel. Et donc, c'est vrai que quand on fait de l'aménagement du territoire, une des questions majeures qu'on doit se poser, et on la pose au niveau du PADUC, c'est doit-on miser sur un système concentré, avec un système d'infrastructure qu'on va développer pour faciliter les liaisons entre des pôles très forts, ou doit-on au contraire tenir compte des réalités géographiques difficiles du territoire pour multipolariser, c'est-à-dire pour essayer de développer à l'intérieur de ce territoire ces archipels dont je parlais, tout simplement par souci de réalisme. Parce qu'à un moment donné, regardez, tout à l'heure on est venu d'Ajaccio, bon, même s'il n'y a pas la neige, je veux dire, ok, on pourra faire ce qu'on veut. Ajaccio, Corté à un quart d'heure, ça reste quand même de la vue de l'esprit. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on fait quand on a une situation comme ça? Bastia, Ajaccio, 3 heures. Bon, Bastia, Bonifacio peut-être. Mais en tout cas, là, face à ces réalités, à ces difficultés de liaison, quel grand choix en matière d'aménagement? Est-ce qu'on doit rester à des choix de polarité majeure ou est-ce qu'on doit au contraire promouvoir une multipolarité en affectant à des territoires des spécificités, en créant des complémentarités et donc en créant de la richesse? Est-ce que la multipolarité n'est pas un outil au service de la création de richesse sur un territoire qui par ailleurs est un territoire insulaire? C'est-à-dire que, une fois qu'on est arrivé au bord, on a fait tout ou pas pour arriver à le développer. On ne peut pas aller jouer sur ce qu'il y a après pour le développer. Donc ça, c'est une vraie question, la question de la bipolarité
de ce territoire. Deuxième question, dont on parle finalement peu, on parle beaucoup de l'occupation littorale, on en reparlera tout à l'heure, et des problématiques de tourisme. Nous, on voudrait parler de la question de la périurbanisation, qui est une question majeure. Quand vous regardez les statistiques de l'INSEE, moi j'attire votre attention là-dessus, je parle notamment à ceux d'entre vous étudiants qui êtes sans doute souvent amenés à regarder ce genre de documents. Nous, on est très critiques, voire très, très critiques sur un certain nombre de conclusions hâtives qui sont tirées sur les statistiques de population. Par exemple, on nous dit depuis 1999 en Corse, la tendance s'inverse et la zone rurale se repeuple. Lapsus révélateur. Nous, on dit, mais regardez les cartes. C'est-à-dire que si vous enlevez le périurbain, qui lui, effectivement, s'est développé, c'est-à-dire que les gens qui trouvent le foncier trop cher en ville ou qui trouvent plus de foncier sont remontés. Moi, je connais bien la vallée du Prunel puisque je suis issu de là. Je veux dire, aujourd'hui, ça remonte jusqu'à Tôle. Donc les gens acceptent des temps de transport très longs. Donc ce phénomène-là, oui, il existe. Donc oui, on a un certain nombre de communes rurales qui se redéveloppent, qui se redynamisent. Mais le rural non périurbain, lui, il est en chute libre. Il est dans une situation dramatique. Il est sur des densités de population qui font que si on n'intervient pas, demain, sa survie même est en jeu. Donc attention à cette affaire-là. Vous verrez tout à l'heure, on a coutume de dire en plus que le périurbain, il a désintégré le milieu. Ce milieu rural intermédiaire, pas très loin des villes, a été désintégré, confère le problème des conflits d'usage et la question de la terre agricole. On est sur des secteurs dans lesquels on avait des terres agricoles qui ont été complètement désintégrées par un modèle urbain, on en reparlera tout à l'heure, qui s'est hyper développé, qui s'est étalé, etc., et qui pose un certain nombre de questions aujourd'hui. Donc, il nous semble que la question de la périurbanisation, qui allait très vite en Corse, et qui a été très puissante, ça a été un moteur très puissant du développement, mérite d'être regardée de près pour se poser la question de l'encadrement, de l'organisation de l'urbanisation sur ces secteurs, qui sont des secteurs tout à fait intéressants, sur lesquels il y a des choses à faire, qui ont des potentialités, mais qui méritent qu'on les prenne en compte en tant que telles. Bon, l'urbanisation littorale, celle-là on en parle beaucoup plus souvent. On vous a donné quelques chiffres, parce qu'on n'a pas toujours des chiffres, donc on a essayé d'en rassembler quelques-uns. On a fait un travail à l'agence qui a consisté à reconstruire la tâche urbaine. Alors la tâche urbaine, bon, ça existe ailleurs en fait. On part d'un certain nombre de données sur la nappe bâtie, sur le bâti, cadastre, BD topo, ça c'est votre domaine total et absolu. Donc on agrège un certain nombre de documents pour avoir une construction. Et puis cette construction, on vient lui ajouter ce qu'on appelle une tâche urbaine, c'est-à-dire qu'on vient rajouter le foncier qui est directement rattaché aux parcelles. Sinon, ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous avez une maison qui est construite sur 3000 m², la maison, elle fait peut-être 250 m² au sol, mais dans la réalité, la parcelle concernée par cette maison et qui vit avec, c'est 3000 m². C'est pas 200. Donc on a reconstruit cette tâche urbaine. On l'a. Encore, on est sympa, on est à 2000 m² à peu près. Alors voilà, oui, nous, on a pris des marges, vous avez raison, on a pris des marges de sécurité parce que, bon, Julie a raison, ce qui influe énormément sur cette tâche urbaine, c'est par exemple la question de l'assainissement individuel, qui en fonction de la nature des sols, etc., fait que la taille des parcelles va être... Bon, mais on a des communes, c'est vrai, on est à 4000 m² imposés pour pouvoir construire un logement, notamment sur les problématiques d'assainissement individuel. Donc on a essayé de rester relativement raisonnable là-dessus. Mais on arrive à des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, puisque là, j'ai plus mes notes que j'avais ramenées tout à l'heure, mais de mémoire, et là, je parle un petit peu sous votre contrôle, on a coupé la Corse en tranches par rapport au littoral. Et en gros, quand vous regardez ce qui se passe à 1 km, à moins d'1 km du bord de la mer, vous vous rendez compte qu'on a déjà pratiquement le tiers. On a 16% de la tâche urbaine régionale sur 1 km en bord de mer. Pour 2% ou 3%? Non, 8%. Pour 8% de la superficie. Donc on voit bien que finalement, quand on coupe en tranches de camembert, ou en tranches l'île, on voit bien que le phénomène de construction, d'urbanisation, il est particulièrement fort, il impacte particulièrement le premier kilomètre, en gros, les premiers 1000 mètres entre la frange littorale et l'intérieur, finalement. De là, toutes les problématiques d'aménagement du littoral, de là, toutes les problématiques de conflit d'usage, de là, toutes les problématiques sur la question des modes d'urbanisation, etc. Donc, pour le coup, oui. Donc la dernière colonne, quand même, qui est, on va dire, intéressante, qui mesure, en fait, on appelait ça un indice d'urbanité.
Donc, c'est-à-dire la représentativité de la zone, par exemple des 100 mètres, par rapport à sa superficie et au support de la tâche urbaine. Donc, en gros, part du territoire, pas de la tâche urbaine sur part du territoire. Et on voit que ça diminue en partant des côtes jusque vers l'intérieur, hormis la bande des 100 mètres qui est quand même inconstructible et qui fait petite exception au tout début de la colonne. Donc on voit bien que les écarts sont énormes. Je ne sais pas si vous les voyez en haut au niveau du tableau, mais bon, en fait, en gros, si on prend par exemple le reste du territoire, c'est-à-dire la partie la moins... On a un indice de 0,4 qui grimpe entre 100 et 200 mètres du bord de mer à 5,4. C'est-à-dire qu'on a une suroccupation manifeste de cette partie-là du territoire qui nous pose problème. Autre cause de soucis, vous allez dire, on a beaucoup de soucis, mais c'est vrai, la question des documents d'urbanisme. On a reconstitué là l'état des lieux des documents d'urbanisme aujourd'hui. Bon, on a une situation qui est particulièrement dramatique, dans la mesure où depuis 2007, vous avez un document sur deux qui est déféré au TA et qui est annulé. 1 sur 2. On a 10 documents qui sont actuellement annulés. On en a d'autres qui ont déjà été repris après annulation et qui ont été réapprouvés. Bon, c'est le cas d'Aléria notamment. Et ce qui est très important de voir, c'est que cette grande difficulté à faire sortir un document d'urbanisme en zone littorale, très très souvent, ramène les territoires soit à l'application pure et simple du RNU, du Règlement national d'urbanisme, soit à l'utilisation de documents beaucoup plus anciens, des POS qui peuvent avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc on est aujourd'hui dans une situation qui est très compliquée, dans la mesure où les documents d'urbanisme n'arrivent pas à sortir, mais pour autant, on ne fige pas une situation. On est dans une situation dans laquelle les permis de construire continuent à être attribués, la plupart du temps sur instruction des services de l'État et au coup par coup. Donc on a un vrai problème de comment est-ce qu'on peut construire de l'urbain, comment est-ce qu'on peut aménager un territoire si on n'a plus ou pas de documents de planification et d'urbanisme, et si pour autant, dans ce cadre-là, ou dans cette absence de cadre, on continue à construire de manière complètement individuelle un certain nombre de bâtiments, et pas des moindres, puisque là je vous parle non seulement de logements, mais je peux vous parler d'hôtels, on a quelques exemples, et de gros hôtels installés dans des situations de ce type-là. Donc on n'a pas de garantie pour autant de geler une situation le temps d'avoir des documents d'urbanisme qui seraient ou qui paraîtraient plus efficaces, etc. Bon. Donc ça nous paraît un sujet important aussi. Pour ce qui est des documents d'urbanisme qui sont allés au bout, qui existent, etc., quel que soit leur âge, on a regardé aussi quel était l'état de l'occupation des zones constructibles ou à construire dans ces documents d'urbanisme. Donc là, on parle bien de terrains qui sont légalement tout à fait constructibles dans le cadre de communes qui ont des documents d'urbanisme opérationnels. Et là, on a une deuxième mauvaise surprise, c'est que généralement, le taux d'occupation, d'utilisation réelle de ces terrains qui sont notamment des zones U et AU, des PLU, il tourne en gros autour de 40%. C'est-à-dire, en gros, concrètement, ce que je suis en train de dire, c'est que quand un maire obtient, dans son document d'urbanisme qui va au bout, la possibilité d'urbaniser 10 hectares, c'est-à-dire de construire sur 10 hectares, en moyenne, dans ce qu'on constate aujourd'hui, il n'y en a pas plus de 4 qui sont utilisés. Ça pose un gros problème, pas forcément d'ailleurs uniquement sur le littoral, mais aussi en périurbain. Vous avez un nombre de communes du périurbain qui font un peu aujourd'hui la course à l'échalote. C'est-à-dire, en fait, qui ne pouvant pas obtenir un meilleur taux de remplissage de leur zone U ou AU, sont obligés de réviser des documents d'urbanisme pour en mettre d'autres à l'urbanisation. Donc on a un vrai problème de rétention foncière à l'intérieur des zones urbanisables qui pose un vrai problème parce qu'elles obligent en fait en gros à rajouter au pot des nouveaux hectares à l'urbanisation et donc à participer à la surconsommation du foncier, là où on pourrait avoir une densité meilleure et en fait une ville un peu plus resserrée, un peu plus dense. D'autres éléments auxquels on ne pense pas toujours, mais qui renvoient bien à la question de l'urbanisme et à l'histoire du territoire. On a le sentiment que la prise en compte de l'usage des sols et la prise en compte de la notion de qualité urbaine sont très fortement en déclin sur le territoire.
Vous êtes architecte, je vous entendais tout à l'heure, ça ne va pas vous surprendre, je crois que vous le mesurez chaque jour sur le territoire. Alors, qualité urbaine et puis occupation d'espace. On parlera de la qualité urbaine tout à l'heure, mais sur la question d'occupation d'espace, on voit bien, à travers la question des arrêtés MIO, à travers la question du désordre foncier énorme, la méconnaissance du territoire, l'obligation d'aller jusqu'à créer une structure de type GIRTEC, etc., on est aujourd'hui sur une perte sèche, ne serait-ce que de connaissance du territoire, connaissance de la propriété sur le territoire. Nos anciens connaissaient ça par cœur. On savait très bien dire dans un village à qui appartenait cette parcelle, etc., etc. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est difficile par rapport à ça. Et ça, c'est un handicap majeur aussi en matière de planification, en matière d'aménagement, parce que tout commence par une bonne connaissance du foncier et de la répartition de la propriété. Si vous prenez par exemple un exemple qui n'a rien à voir avec la Corse, quand vous avez la politique de la ville qui a été mise en œuvre dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, la première des choses qu'on a été obligé de faire dans la restructuration des grands ensembles, etc., ça a été de reconstruire des cadastres cohérents parce qu'on ne s'en sortait pas. On était dans l'incapacité de savoir quand on intervenait sur de l'espace public, quand on intervenait sur de l'espace privé qui avait été approprié, etc. Bon, donc c'est la base. Et cette base-là, on voit bien, pour revenir à la Corse, qu'elle nous pose question aujourd'hui et qu'on a une perte en ligne majeure de connaissance de cette structure foncière. Le deuxième constat qu'on fait, plus qualitatif par rapport à la notion d'urbanisme, c'est qu'on dit qu'il y a une rupture de lien entre la pensée collective et l'urbanisation. Alors on a mis quelques images pour l'illustrer. Bon, on voit bien qu'on est passé, alors on en parlait tout à l'heure pour la Chine, à travers l'exposé que vous nous faisiez sur l'urbanisation et le modèle de ville. On voit bien qu'à un moment donné, on a des exemples dans l'histoire dans lesquels on a pensé l'urbain, on a essayé de projeter dans l'urbain un certain nombre de réalités, qu'elles soient des réalités de pouvoir, des réalités économiques, etc., et de les traduire en fait en architecture et en urbanisme. On a en Corse des villes, des morceaux de villes tout à fait organisés, avec des plans d'ensemble construits, qui existent aujourd'hui, qui permettent d'apporter une cohérence à l'urbain. Et on se rend compte que la période qu'a connue la Corse depuis une trentaine ou une quarantaine d'années d'explosion de l'urbanisation s'est faite avec un abandon total de cette notion de réflexion collective sur l'urbanisation. Si bien qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a mis ces deux types d'images à côté, on voit bien qu'on est passé progressivement, en gros, de l'urbain, je vais caricaturer pour le besoin de me faire comprendre, on est passé de l'urbain au lotissement. Je veux dire lotissement dans le meilleur des cas, d'ailleurs. Donc on a substitué à une pensée collective de la ville ou du village une juxtaposition d'initiatives privées, de projets privés, avec une déstructuration de l'espace qui nous pose vraiment problème. Donc pas de plan masse, des juxtapositions d'opérations privées et pas vraiment de projets d'aménagement d'ensemble, public ou collectif. On a de la même manière constaté, et on constate tous les jours davantage, une rupture du lien entre urbanisation, expression culturelle et identitaire et adaptation au territoire. On voit bien que là, on a une déstructuration, on est rentré dans une logique économique de production, sans doute en partie liée à la forte attractivité du territoire, mais on ne se pose plus la question de ce qu'on exprime et qui a une dimension culturelle et identitaire dans la chose qui est produite. Alors, cette rupture, elle crée au moins 4 types de problèmes. Il y en a d'autres, mais en tout cas 4 types de problèmes sur lesquels on voulait attirer votre attention. Premier type de problème, une hyperconsommation de foncier. Je vous redonne un chiffre qui est significatif. Bon, il n'y a pas de plan masse, il n'y a pas de réflexion collective sur la ville. On est sur de la juxtaposition de projets privés. Aujourd'hui, un logement consomme à peu près 1800 m² statistiquement en moyenne en Corse. 1800 m², c'est la moyenne statistique, hein, c'est-à-dire que là-dedans, vous avez ce que pèsent Ajaccio et Bastia, par exemple, les villes. C'est-à-dire que si vous enlevez Ajaccio et Bastia, si vous enlevez les expériences d'habitat collectif, etc., vous allez vous retrouver avec une consommation de foncier énorme. Donc on a un premier problème qui est l'hyperconsommation de foncier, lié en partie aussi à ce manque de réflexion collective et d'appropriation de l'urbain. On a, pour les mêmes raisons, une perte de mixité dans les espaces urbanisés. C'est-à-dire qu'on a des espaces qui sont des espaces, bien souvent, réceptacles de logement. Point. Là où on a pu avoir, à une époque, des espaces qui accueillaient une multiplicité d'usages. Se loger, bien sûr, mais consommer, bénéficier de services, etc. Donc ça, c'est un deuxième problème majeur. On a un problème de désintégration des paysages.
puisque cet étalement et cette monofonctionnalité, elle désintègre les paysages. Et on a, et c'est sans doute pas le moindre des problèmes, on n'y pense pas forcément, une question de perte d'aménité. Alors nous, cette perte d'aménité, c'est-à-dire en fait de ce qu'on est en mesure d'offrir à travers la chose construite, ça nous inquiète énormément quand on le met en relation avec le vieillissement de la population. On va avoir des problèmes de gestion des populations qui risquent d'être très compliqués dans les années qui viennent, puisqu'on va avoir une population vieillie, un système d'urbanisation sur les 30 ou 40 dernières années qui est un système très étalé, qui a encore dissocié les fonctions de l'espace, et des gens qui, sans doute, demain seront à mobilité réduite et qui seront demandeurs d'un certain nombre de services à la personne. Et ça pose la question de services à la personne qui ne seront plus des services de proximité, puisqu'on n'a pas construit la ville comme on aurait dû, ou on n'a pas aménagé le territoire comme on aurait dû. Donc, on peut s'attendre d'abord à des problèmes de qualité de vie considérables, ensuite à des problèmes de coût de la gestion des populations très forts, dans une période qui sera sans doute une période difficile au niveau économique. Donc on pense que retricoter la ville, c'est un enjeu majeur, y compris économique, sur le territoire, ne serait-ce que vis-à-vis de ce problème de vieillissement de la population pour les 30 années qui viennent. Quelques mots sur la question des grandes fractures, les grandes fractures du territoire, qui peuvent être sociales ou territoriales. On est sur un des territoires dans lequel le revenu moyen est les plus bas de France, c'est important de le souligner, c'est ce que rappelle rapidement cette carte. Je dirais à la limite, ce n'est pas forcément la plus importante, celle qui est la plus importante, c'est celle qui vient après, puisque on est aussi sur un des territoires qui est les plus inégalitaires en matière de répartition de revenus. Donc un niveau de revenus bas et un creusement des inégalités très fort. Bien au-delà de ce qu'on voit au niveau national, puisque si vous prenez la France dans son entier, on a un indice d'inégalité de revenus de 5,4 mesuré, la Corse est à 6,8. C'est-à-dire qu'on est sur un des territoires les plus inégalitaires, entre guillemets, au niveau des revenus. Et ça nous inquiète aussi, parce que le faible niveau de revenus plus creusement des inégalités, ça pose un vrai problème. On est aussi sur un territoire dans lequel, c'est un petit peu ce qu'on se dit quand on fait le PADUC, à la limite, et là je m'adresse aux gens qui sont là, aux jeunes qui sont là, la Corse a tellement peu de jeunes qu'elle ne devrait plus en gâcher un seul. Ce n'est pas un propos démagogique que je dis, mais ce que je dis, c'est que quand on a 300 000 habitants, qu'on est dans un certain nombre de secteurs et de villages à 11 habitants au kilomètre carré, et qu'on a seulement 20% de la population qui a moins de 20 ans, la première des règles, c'est qu'on a besoin de tout le monde. Il ne devrait pas en manquer un seul. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur les territoires insulaires dans lesquels on avait la moitié de la population qui a moins de 20 ans. Bon, en étant cynique, je dis bien en étant cynique, on peut se dire que finalement, on a une marge de manœuvre. C'est franchement dégueulasse ce que je raconte au niveau social, mais ça peut à peu près fonctionner. Ici, ça ne peut pas fonctionner. On en a vraiment besoin de tous les jeunes. Et malgré tout, malgré ça, on voit bien qu'on a une marge de mobilisation de ce capital humain qui est très forte. C'est la raison pour laquelle les élus ont souhaité qu'un des axes majeurs du PADUC soit véritablement situé sur la question de la formation et de l'éducation, en lien avec le projet de développement du territoire. Comment essayer de créer des liens qui n'existent pas forcément toujours aujourd'hui entre la capacité qu'on a à former et la capacité qu'on a à trouver du boulot, à donner du boulot. Ça nous semble un enjeu majeur sur lequel on souhaite travailler. Bon, les déséquilibres territoriaux, j'en ai un tout petit peu parlé, j'y reviens pas. Vous avez un certain nombre d'indicateurs qu'on a fait apparaître là. Je vais essayer d'aller assez vite. Et la question du capital environnemental, avec un point d'interrogation ou un point d'exclamation comme on veut, avec effectivement un certain nombre de documents. Là, on a repris quelques cartes sur la question des espaces protégés en Corse, qui mettent en avant de manière fondamentale la richesse de ce territoire et l'importance de ses capacités, de son capital environnemental, qui n'est pas encore aujourd'hui retraduit dans un document de planification d'ensemble, comme peut l'être le PADUC. C'est un enjeu majeur. Pourquoi c'est un enjeu ? C'est un enjeu, on va dire, éthique par rapport au territoire et par rapport aux populations, mais c'est aussi, de manière très prosaïque, un enjeu économique, dans la mesure où on a vu tout à l'heure que cette qualité environnementale est un moteur d'attractivité pour le territoire. Donc c'est aussi un enjeu économique sur lequel on n'a pas le droit de se tromper. Bon, ça fait partie
des sujets de préoccupation majeurs qui sont les nôtres aujourd'hui. En conclusion de cette affaire, et après avoir un petit peu, à la manière d'un kaléidoscope, brossé, vous présenter un certain nombre de problématiques qui nous paraissent majeures et sur lesquelles on travaille, on souhaitait vous rappeler, ou vous donner les grands axes de réflexion pour la construction du projet de développement du PADUC qu'ont voté les élus le 26 juillet dernier. Donc on va les présenter rapidement. Il y en a 5 qui se veulent être des axes transversaux de réflexion et qui se veulent être des chapitres entiers de ce projet de développement qui reste à écrire. Le premier posera la question de comment limiter les facteurs de dépendance du territoire vis-à-vis de l'extérieur, dans tous les domaines, agriculture, énergie, etc. Comment limiter ces facteurs de dépendance dans un contexte de crise actuelle et à venir? Première réflexion de type transversal. Deuxième réflexion de type transversal, comment gérer durablement et mettre en valeur, j'ai envie de dire, les ressources naturelles du territoire. On a un certain nombre de ressources naturelles, on a un potentiel, est-ce qu'il est exploité, oui, non? Quelles sont les marges de manœuvre et qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer durablement ces ressources naturelles et en faire des enjeux et des outils du développement? Troisième réflexion stratégique transversale, comment mettre les ressources culturelles, identitaires et patrimoniales au service du projet de développement? C'est le lien qui est important, ce n'est pas un chapitre sur la culture, l'identité, le patrimoine, non, c'est comment les valeurs culturelles, identitaires et patrimoniales peuvent devenir des accroches au projet de développement du territoire. Quatrième thème, réduire les fractures sociales et territoriales, on en a parlé tout à l'heure. Et enfin, dernier thème, encourager l'initiative privée et les activités productives pour développer l'emploi en mobilisant les ressources humaines du territoire, cette espèce de transversalité à trouver entre emploi créé, formation et encouragement des initiatives. C'est autour de ces 5 grands axes stratégiques que nous allons structurer avec vous dans le cadre d'ateliers qui seront des ateliers qui se tiendront un peu partout en Corse et avec les acteurs. On aura donc un plan de communication, etc. par rapport à ça, que nous allons essayer d'organiser la réflexion pour pouvoir être en capacité de présenter un projet de développement durable, on l'espère à l'été, pour le PADUC. Voilà, je vous remercie. J'ai terminé.